Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour ce mercredi de l'UCHF consacré à l'apostille. Dans nos fonctions de consul honoraire, nous sommes quotidiennement le premier point de contact, le repère et parfois le recours de nos administrés et des entreprises face aux complexités administratives internationales. Et s'il y a bien un sujet technique, mais ô combien crucial, qui revient sans cesse dans nos bureaux, c'est celui de la validité des actes juridiques, des diplômes et des documents commerciaux à l'étranger. Or, le paysage de la certification a été profondément bouleversé par la réforme du décret du 7 février 24. Les circuits ont changé, la dématérialisation s'accélère et le rôle des instances notariales est devenu central. Et pour nous, acteurs de la diplomatie de proximité, maîtriser ces modalités de l'apostille et de la légalisation n'est certainement pas une option. C'est une nécessité pour conseiller efficacement et sécuriser les démarches. Pour décrypter ces changements majeurs et nous donner des clés très concrètes, nous avons le plaisir d'accueillir, enfin c'est plutôt l'inverse, puisque nous sommes actuellement dans l'étude lyonnaise donc de Maître Corinne Nicole. Donc je vais vous présenter, vous êtes Maître Nicole, bon, merci beaucoup de me recevoir physiquement et de nous consacrer bénévolement ce temps à l'ensemble des consuls honoraires et des anciens consuls honoraires connectés ce soir. Donc, vous êtes notaire associé au sein de la structure multi-office Paul et Associés qui est implantée à Nice, Paris et Lyon. Et vous êtes spécifiquement nommé à Lyon. Voilà, vous êtes spécifiquement nommé à Lyon. Autant dire que vous êtes aux premières loges de cette mutation et que vous la gérez en pratique et au quotidien. Donc, ce soir, vous allez nous éclairer sur ce nouveau circuit, sur l'évolution du droit conventionnel et surtout sur les pièges de forme à éviter pour que les documents de nos usagers ne soient pas bloqués aux frontières. Encore un grand merci d'avoir accepté cette invitation. C'est à vous. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est une première pour moi. Hein. Donc, si jamais vous avez besoin de m'interpeller ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais essayer d'être le plus précise possible. Donc, en fait, on va voir les deux formalités en fait, qui conditionnent en fait, la reconnaissance internationale des actes publics français, que sont l'apostille et la légalisation, puisqu'en fait, tout l'objet, c'est de rendre, de donner une force probante en fait, à des actes étrangers sur le sol français ou inversement à des actes français sur le sol d'un pays étranger. Donc, ces deux mécanismes ont un objet commun, c'est authentifier un acte public pour qu'il produise des effets à l'étranger. Il repose sur des fondements juridiques distincts et il s'applique dans des champs différents. Donc, en fait, la première question est de savoir si on relève de l'apostille ou si on relève de la légalisation. Donc, je vais essayer de vous expliquer la différence entre ces deux process et quelles en sont les différences et les autorités compétentes depuis 2025, puisqu'en fait, comme il vient de vous l'être dit, c'est vraiment l'année de la bascule qui a d'ailleurs occasionné pas mal de soucis, on va dire, puisque ça s'est passé dans des conditions un peu, comment dire, de bousculade de dossiers, donc en fait, qui ont entraîné au départ un grand mécontentement, mais on va vers quelque chose qui normalement devrait être beaucoup plus fluide. Donc, en fait, avant de rentrer dans le fond, donc ça, c'est je ne sais pas comment vous... Je vais le passer. Voilà. Je vais faire ça à chaque fois, comme ça, vous... Oui, d'accord, ça marche. Alors, je vais partager l'écran, je donne un tout petit instant. Hop, partager mon écran. Voilà. Tac. Voilà. On va se mettre en plein écran. CTRL-L. Donc, avant de... Donc, vous pouvez aller sur le deuxième. Avant d'entrer dans le fond, donc en fait, un repère utile sur les documents concernés, donc l'apostille et la légalisation s'appliquent aux actes publics au sens strict, c'est-à-dire les actes d'état civil, les diplômes qui sont délivrés par des établissements publics, des jugements ou des décisions judiciaires, mais aussi des actes notariés ou encore des certifications administratives comme un casier judiciaire ou un certificat de nationalité. Ça peut être aussi un document sous seing privé qu'on veut produire à l'étranger. Par exemple, une société qui prend une décision en France dans une assemblée générale, en fait, qui a des effets dans un pays étranger
Et donc, en fait, la personne qui va être chargée de faire des formalités à l'étranger va réclamer l'apostille sur les documents qui ont été faits en France pour être sûr, en fait, que tout est bien en règle et qu'il peut l'utiliser dans son pays. En matière de droit notarial, je vous donne deux exemples de dossiers actuels. Une société française, par exemple, qui prend une décision de réduire son capital social en attribuant à un associé un bien qui est situé en Espagne. Donc, le notaire espagnol va demander à ce que ce procès-verbal d'assemblée soit apostillé pour pouvoir l'utiliser dans son pays et pouvoir faire ses formalités auprès de l'équivalent du registre du commerce et des sociétés en Espagne. Autre situation, je règle par exemple en ce moment une succession où il y a eu un décès en Israël. Il y a un document qui a été rendu en Israël pour attester de qui étaient les héritiers. Moi, pour m'en servir en France, je demande aussi à ce qu'il soit apostillé pour être bien sûr que tout soit en règle dans le pays d'origine. Donc, ça se passe donc à chaque fois sur le même modèle. Il y a juste un petit point particulier, en fait, c'est pour les diplômes qui sont délivrés par des établissements privés sous contrat, puisqu'en fait, ils ne sont pas des actes publics par eux-mêmes. Et donc, en fait, il faut d'abord les faire certifier par une CCI compétente avant de partir sur une apostille ou une légalisation. Donc, la légalisation, c'est une procédure, en fait, qui permet qui est faite, en fait, pour les actes étrangers qui sont produits en France. L'apostille, elle relève de la Convention de La Haye de 61, et c'est en fait une forme simplifiée de légalisation, mais qui ne peut avoir lieu que entre des États signataires de cette Convention de La Haye. Les textes applicables, donc je vous les ai mis sous forme de petites post-it, en fait. Donc, en fait, il y a cette fameuse Convention de La Haye de 61 qui est le texte fondateur de l'apostille et qui supprime l'exigence de la légalisation diplomatique entre les États membres et qui part du principe que l'apostille est la référence, en fait, et ce mécanisme de substitution. On a ensuite l'ordonnance du 4 mars 2020 et le décret du 17 septembre 2021 qui ont fait un transfert de compétences majeures, puisqu'en fait, c'est eux qui ont transféré la compétence au notariat, qui est désormais chargé de délivrer les apostilles et les légalisations pour les actes français, au lieu et place des parquets généraux et du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'au préalable, en fait, quand un client avait besoin d'un document apostillé, il venait à l'étude pour dans un premier temps, je vais vous le dire après, on certifie sa signature et puis ensuite on le renvoyait vers le tribunal où là, il pouvait obtenir ses formalités. Aujourd'hui, c'est différent en fait, puisque tout a été centralisé avec le notariat en fait. Et au moment de la bascule en 2025, la problématique, c'est que quand la bascule s'est opérée, il a fallu que le notariat récupère notamment tous les process en fait, de certification de tous les tampons, de tous les greffes de France et compagnie. Donc, ces informations-là étaient auparavant auprès des tribunaux, mais apparemment, la bascule, quand elle s'est faite, les informations n'ont pas suivi avec autant de rapidité. Et donc, en fait, ce qui fait qu'il y a eu un temps, en fait, de mise en route qui a été un peu long, avec des embouteillages considérables et des bugs, en fait, puisque des fois, les personnes demandaient une apostille, par exemple, en voie dématérialisée, puis on s'apercevait après que le pays pour lequel c'était destiné ne reconnaissait pas la e-apostille. Et donc, on expliquait aux gens qu'ils avaient attendu 2 mois, mais qu'il fallait qu'ils repartent à la case zéro. Donc, il y a eu notamment à Lyon pas mal de soucis là-dessus. Mais aujourd'hui, le service roule très bien. Et Lyon, en tout cas, a un taux de réussite à 100% sur les apostilles. Donc, en fait, ils prennent vraiment le temps de checker tous les documents qui leur sont donnés, de vérifier que le pays pour lequel c'est destiné est bien un pays qui reconnaît l'e-apostille et pour en faire avec eux, c'est fluide en fait comme système aujourd'hui et ça marche bien. Oui, sur le plan technique, la plateforme est fiable. Alors la plateforme est fiable, on en a fait plusieurs ici et on n'a pas eu de soucis. Voilà, à tel point que moi parce qu'en fait on peut choisir en fait dans quel centre on envoie. Et ça m'est arrivé de recommander à des personnes à Nice d'envoyer sur Lyon parce que je sais que ça marche bien. Donc ça, c'est une chance ici.
On a un service dédié, en fait, et ça marche très bien. Très bien. Voilà, donc les Lyonnais sont avantagés. Et puis donc, on a le décret du 7 février 24 qui est venu préciser les modalités de la légalisation des actes étrangers produits en France en désignant les ambassadeurs et chefs de poste consulaire comme autorités compétentes de ce côté-là. Donc, la légalisation, donc on a vu que c'était, et l'apostille partagent le même contenu probatoire. Elles attestent toutes les deux de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle ce signataire a agi, d'où la nécessité de vérifier, par exemple, que le greffier de tel greffe est bien compétent pour signer, et le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre apposé. En fait, ce qui les distingue, c'est leur fondement et leur portée territoriale. La légalisation, c'est une formalité de droit commun interne qui est encadrée par les décrets de 2024 pour les actes étrangers et 2021 pour les actes français. L'apostille, c'est un mécanisme conventionnel issu de la Convention de la Haye et elle se substitue donc à la chaîne de légalisation diplomatique et consulaire entre les États membres, et que entre les États membres. Donc, là où la légalisation implique une succession de validations, l'apostille, c'est un certificat unique qui est délivré par l'État compétent, par l'autorité compétente de l'État d'origine. Au niveau des effets probatoires, donc, c'est souvent mal compris, parce qu'en fait, quand on demande une apostille, le but n'est pas de garantir la véracité du contenu de l'acte, en fait. C'est juste authentifier l'aspect formel de l'acte et s'assurer que les personnes signataires sont bien les bonnes. Donc, on authentifie en fait la signature, le sceau et la qualité de l'autorité signataire. Mais en fait, tout le contenu de l'acte n'est absolument pas validé et la véracité des faits déclarés dans l'acte reste soumise au contrôle de l'article 47 du Code civil. Et c'est ce que, d'ailleurs, je vous l'ai mis, le Conseil d'État l'a rappelé dans une décision de 2022. Un acte légalisé ou apostillé peut toujours être écarté s'il est irrégulier, falsifié ou si son contenu ne correspond pas à la réalité. Donc, en fait, souvent, les pays, en fait, qui, et moi la première, quand on a des documents qui nous viennent de l'étranger, comme on sait que cette apostille ou cette légalisation ne va pas nous valider le contenu de l'acte, on demande également un certificat de coutume qui va être rédigé par un juriste ou une autorité apte à le faire dans le pays étranger et qui va certifier que l'acte, en fait, le document qu'on a, est bien conforme au droit qui s'applique dans le pays d'origine. Par exemple, si j'ai, par exemple, à produire ma fameuse assemblée générale en Espagne de retrait, de réduction du capital social avec, comment dire, ou même pas de retrait. Par exemple, j'ai un procès-verbal qui va distribuer des dividendes aux associés. Il y a 2 associés qui vont recevoir de l'argent et puis un autre associé pour qui je vais lui attribuer un bien immobilier qui était la propriété de la société. Je fais un paiement en nature. Eh bien, cet acte-là, par exemple, en Espagne, c'est obligatoirement un acte fait par un notaire. En France, on peut le faire par acte fait par avocat ou sous seing privé, un juriste d'entreprise peut le faire. Et ça, tout à fait, c'est valable, en fait. Donc, moi, en tant que notaire, je vais pouvoir faire un certificat de coutume qui va dire que dans le droit français, une société peut valablement délibérer, décider d'une distribution de dividendes et payer cette distribution par une distribution en nature. Voilà, et que ça, c'est OK dans le droit français. Partant de là, en fait, le notaire espagnol, quand il va prendre le procès-verbal d'assemblée, il va avoir donc ce certificat de coutume qui va lui dire que dans le droit interne français, il n'y avait pas d'obstacle à procéder comme ça pour faire cette distribution de dividendes et ce paiement en nature. Il va avoir l'apostille, en fait, qui va lui confirmer que, donc, en fait, tout ce qui est au niveau matériel, comme on a vu, les signataires sont les bons, et il va pouvoir donc l'utiliser pour faire sa formalité en Espagne, auprès du greffe espagnol, en toute sécurité, puisqu'en fait, il a toutes les garanties
qu'en fait, ce qui a été fait en droit français est valable. Comme bien même lui, il aurait dû avoir une décision par acte notarié dans ce pays. Ce n'est pas forcément la norme la plus élevée qui prévaut. Non, il faut s'assurer que là où la décision a été prise, elle soit conforme. Voilà. Et qu'il n'y ait pas une contradiction entre le droit local, en fait, et le droit applicable par ailleurs. Est-ce que je ne vais pas trop vite? Non, c'est bien, on est sur un bon rythme de croisière. J'ai vu quelques questions arriver, on les traitera à la fin de votre exposé de toute façon, et ça pourra peut-être relancer un peu la discussion. Donc, au niveau des différences fondamentales entre les deux, donc, je vous l'ai dit, il y a 3 axes. Le cadre juridique, en fait, où on a une différence entre légalisation et apostille, puisque l'apostille est un mécanisme conventionnel et l'autre, c'est du droit commun interne, ce qui concerne la légalisation. Au niveau du champ d'application, la légalisation, c'est tout acte public étranger produit en France hors convention, et l'apostille, c'est uniquement entre les États membres à la Convention de La Haye. Et la procédure, donc en fait, la légalisation, c'est une chaîne de validation consulaire et diplomatique. L'apostille, c'est un certificat unique qui est délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine. C'est le fameux gros tampon là qu'on a à la fin des documents. Alors, en pratique, et ça, c'est toujours un peu la question qu'on se pose dans les études, notamment au niveau des collaborateurs, c'est toujours un peu, qu'en est-il? Quel régime selon l'État concerné? Donc, ça dépend du sens de circulation de l'acte et du statut conventionnel de l'État concerné. Donc, pour un acte français destiné à l'étranger, si l'État de destination est membre de la Convention de La Haye, une apostille suffit. Sinon, c'est la légalisation qui s'impose, sauf dispense prévue par une convention bilatérale. C'est pour ça que c'est un peu le bazar de base, parce qu'en fait, c'est toujours difficile d'aller savoir dans quel schéma on se place. Et pour un acte étranger destiné à être produit en France, si l'État d'origine est partie à la convention, l'apostille est délivrée dans cet État et tient lieu de légalisation, sans autre formalité. Sinon, c'est la légalisation qui est exigée. Alors, comme c'est un peu compliqué de s'y retrouver, on a un tableau, en fait, que je vous laisserai. En fait, c'est l'autre. C'est l'autre tableau, en fait. C'est celui-là. Voilà. Donc, c'est le tableau, en fait, qu'on retrouve sur Lexis 360 Notaire, et sinon, c'est aussi disponible sur le site notaire.fr. Et en fait, vous voyez, on a un tableau où A, c'est pour apostille, D, c'est pour quand c'est dispensé, et L, c'est pour légalisation. Et donc, plus bas, en fait, encore. Voilà. Vous voyez, en fait, vous avez, selon les types d'actes, en fait, vous avez un tableau qui vous indique si on a besoin d'une apostille ou d'une légalisation. Et donc, en fait, on se réfère, nous, à ce tableau à chaque fois pour arriver à savoir dans quel cadre on se situe. Voilà. Donc, les initiales, les lettres en haut, c'est la nature de l'acte. Ouais. On voyait tout à l'heure, les grands 1, 2, 1, voilà. C'est ça. Voilà, ça c'est la nature de l'acte, mais c'est dans la. Quelle est cette nomenclature pour les. On l'a au-dessus. Ouais. Voilà. Si vous remontez tout en haut. Oui, j'arrive. Ah oui, voilà. Acte d'état civil, acte judiciaire, affidavit, acte notarié, actes administratifs, certificat de vie. Voilà. Si vous prenez par exemple. Le 9, qui est peut-être le plus statistiquement celui qu'on rencontre le plus. C'est ça, si vous voulez. Le grand 9. Donc, le grand 9, par exemple, si je prends un pays qui m'est cher, le Monténégro, je connais la réponse parce que je l'ai révisé. Je l'ai même fait plusieurs reprises. Hop, est-ce qu'on en a des pays? Monténégro, c'est bien ça. Voilà, je l'ai fait. Le tableau est juste, vous êtes sauvés tous. Voilà. Donc, en fait, ça permet d'avoir avec un coup d'œil, en fait, selon la nature le type d'acte, le régime qui est applicable. Et tous les pays membres de l'Union européenne ne sont pas assujettis, n'ont pas toutes les mêmes. Il faut qu'ils aient signé la Convention de La Haye. Ah oui, il n'y a pas de
Oui, c'est C'est pas une automaticité. pas automaticité, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, chaque fois, il faut aller prendre ce tableau et regarder si on est en légalisation, en apostille. Par exemple, si vous montez sur l'Italie. Oui. Ah, tout est dans des. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Donc en fait, on n'a pas une unicité. Par contre, regardez, vous allez sur l'Espagne. Oui, c'est ce que vous disiez. Là, c'est vraiment le pays. Là, ici. Et là, ah ouais. on est. On n'est pas, vous voyez, par exemple, on est en apostille alors qu'on n'était pas en Italie. Ouais, c'est fou. Voilà, alors qu'on est dans l'Europe. Eh oui. Voilà, il y a une diversité de régimes. Et donc, c'est pour ça que ce tableau est très utile parce qu'en fait, il nous permet de savoir à chaque fois sous quoi se placer. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo pour qu'on puisse le télécharger. Okay. Pas juste le Vatican. Non, il n'y a pas. Pas beaucoup d'actes. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, 2025, c'est celui d'après, c'est une rupture donc importante dans l'organisation de ces formalités. Donc, depuis le 1er mai, en fait, c'est la date de la bascule, les apostilles pour les actes français ne sont plus délivrées par les cours d'appel, mais par le notariat. Il y a 15 conseils régionaux ou chambres interdépartementales, je vais y arriver, de notaires qui sont là pour procéder à ces formalités. Et à côté du 1er septembre 25, c'était la même chose pour les légalisations qui relevaient jusqu'alors des ministères de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, les actes étrangers qui sont destinés à la France, le décret de 2024 désigne les ambassadeurs et chefs de poste consulaires français comme autorité compétente. Et l'apostille d'un acte étranger est toujours délivrée par l'autorité compétente qui est délivrée par l'État d'origine au titre de la Convention de l'Haye. Et chaque État partie désigne librement cette autorité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parallélisme. Nous, c'est le notariat parce que ça a été fait comme ça, mais dans certains pays, ça reste d'un tribunal qui va être compétent, en fait. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu l'émergence d'une norme qui, justement, sur le modèle français, permettrait de faire tâche d'huile? Pas certain. Pas certain parce qu'en fait, le notariat n'a pas forcément les mêmes fonctions d'un pays à l'autre déjà. Oui, c'est vrai. Un notaire français ne fait pas la même chose qu'un notaire roumain, qu'un notaire italien, qu'un notaire espagnol. Oui. Donc, je ne sais pas si ça va faire. Toute ma question précédente sur l'harmonisation des normes, parce que quand même, s'il y a une chose qu'on attend de l'UPN, c'est cela, c'est justement l'harmonisation des normes, au moins à l'intérieur des 27 pays de l'Union, mais bientôt. Mais on ne demande déjà pas tous la même chose. Et voilà, c'est ça. Là, c'est là. Donc, voilà, il faudrait déjà s'accorder sur voilà, déjà que tout le monde demande la même chose, et puis après, on va voir si c'est pas délivré par la même autorité, mais je ne pense pas que ce soit pour vous. Non, moi, j'ai fouillé un petit peu, je n'ai pas trouvé de directive européenne qui mentionnerait ceci, là, parce que c'est extrêmement technique, déjà, d'une part, et d'autre part, c'est vrai que ça ne touche pas forcément, on va dire, le quotidien des citoyens européens, en tout cas, quand ils n'en ont pas besoin. Voilà, parce que quand ils en ont besoin, c'est quand même la panique à chaque fois. Ah ouais, c'est un escape game. Hein. Donc, ensuite, donc, comment faire apostiller ou légaliser un document? Donc, en fait, je vous ai mis un petit tableau. Donc, il y a 3 temps importants. Donc, un, c'est de vérifier des pièces, soumettre la demande et recevoir le document. Donc, on a 2 façons de déposer une demande. On peut le faire en ligne maintenant, donc c'est tout l'intérêt en fait, puisque le but de cette réforme, c'était aussi de faciliter l'e-apostille en fait, et d'aller vers un système complètement dématérialisé. Donc, il y a une plateforme en fait qui s'appelle apostille.notaire.fr. Vous la voyez en bleu en dessous, là, voilà, juste là. Donc, en fait, c'est accessible à tout le monde en fait. Hein. Je peux cliquer dessus pour qu'on aille jusqu'à la page d'accueil? Je pense, oui. Ah non, non, ça ne marche pas. Bon, donc, il faut. Et la seconde, c'est l'ancienne version, en fait, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser directement au centre d'apostille dans l'un des 15 conseils régionaux ou chambres interdépartementales des notaires, puisque ce n'est pas forcément organisé de la même façon selon la région. Voilà. D'accord. Et 2 questions à partir de là. Il y a un accueil physique. À Lyon, il y a une permanence, oui. Une permanence qui se trouve sur le boulevard des Belges. Vraiment, la chambre des notaires. C'est juste à côté. Mais,
Ah, ils ont pris des locaux spécifiques pour ça? Oui. Et on prend rendez-vous? Et on prend rendez-vous. Je crois qu'il y a une permanence. En fait. Une Nous, on permanence. le fait essentiellement en ligne. Oui, bien Parce sûr. que c'est beaucoup plus J'imagine. simple. Oui. Et on est d'accord, c'est pas l'usager lui-même qui il peut techniquement le Il faire. peut le faire, tout à D'accord. fait. C'est-à-dire que, mais par contre, avant de poser des documents, Mhm. il faut, par exemple, sur un document qui est signé, il faut qu'il fasse certifier sa signature. Oui, tout à fait. Parce que s'il dépose un document sans certification de signature, Ouais. on lui rejette Ouais. sa demande. Oui. Et donc, en fait, nous, dans les études, on voit souvent les clients comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont au tout début du process. Oui. En fait, et déjà, leur première question, c'est comment je fais pour faire certifier ma signature. Même une signature électronique? Alors, oui, parce que comment dire, il faut qu'après, au niveau de la POSI, ils vérifient que c'est bien une bonne autorité qui a certifié de la signature du client. Ça, effectivement, c'est. Voilà. Donc, ils pouvaient aller en mairie, mais Ouais. de ce qu'on voit, apparemment, ils se font refouler Oui. maintenant quand ils vont dans les mairies rechignent à le faire. Et donc, quand ils viennent dans les études, il y a des fois des incompréhensions parce qu'en fait, ils pensent qu'on peut le faire à distance. Oui. Or, en fait, pour certifier la signature de quelqu'un sur un document, il faut que la personne vienne à nous et qu'elle signe devant nous. Ouais. Voilà. Et pour qu'on soit bien certain que c'est la bonne personne, donc on leur demande leur pièce d'identité, bien évidemment, Oui. et de signer devant nous pour qu'on voit bien que c'est bien la personne en question qui a signé. Partant de là, on a un tampon spécifique, Ouais. Mais on peut l'écrire dans la main. Voilà. Ouais. On certifie que c'est bien la personne en question qui a signé le document et on met notre tampon et on signe en fait avec en dessous pour dire ben voilà et après dans le cas de la postille ils vont vérifier que le sceau qu'on a utilisé, enfin le tampon qu'on a utilisé, ben on est bien notaire à un endroit où on pouvait bien donc c'est la première démarche qu'ils doivent faire. Partant de là, quand ils ont les documents certifiés en fait, soit ils nous demandent de les déposer pour eux et d'aller jusqu'à la récupération de la postille. Ouais. Soit, voilà, j'ai un client qui est à l'étranger en ce moment, il n'est pas du tout en France, il est des kilomètres d'ici. Et en fait, il a besoin de faire apostiller son contrat de mariage. Bon, je lui ai expliqué comment faire, il l'a fait tout seul parce que là-bas, il n'y a personne qui peut l'aider. Et donc, là, sur cette plateforme-là, il a pu s'en sortir. Et le fait qu'il soit logué avec une adresse IP d'un pays étranger, ça ne posait pas de problème. Je ne pense pas, puisqu'il a il a pu le faire. Donc, on peut le faire en dehors du territoire national. Après, alors, on peut le faire en dehors du territoire national quand on a tout, parce que pour la certification de signature, il faut être là. Par contre, il faut être là, voilà. C'est ça. Et c'est la problématique aussi, c'est-à-dire que moi, à Lyon, par exemple, je fais des certifications de signature, mais je ne peux pas aller certifier la signature de quelqu'un qui va habiter à Nantes ou à Paris, en fait. Ah, vous pouvez uniquement le faire avec un usager de votre ressort territorial. Non, c'est pas ça, il faut qu'il soit en présence. Donc après, s'il accepte de venir ici voilà, mais il faut qu'il trouve un confrère à côté de chez lui pour le faire. En fait. Et quid de identité qui non, toujours pas. Même avec la. Il y a deux France Identité. Il y a le France Identité classique, il y a le France Identité avec l'identité renforcée. Non. Toujours pas. Non. D'accord. Donc, c'est même pas la peine de parler de smart contracts et de blockchain. Je pense pas. Non. Qui sont pourtant, je pense, oui, les modèles les plus. Enfin, il faudrait un ordinateur quantique pour pouvoir casser la validité, en fait. Mais parce qu'en fait, le principe, c'était. Déjà, là, il y a un premier pas qui est fait sur cette IA postille, mais après, il faut qu'il y ait des garanties. Bien sûr. Donc, quand vous le faites par des process informatiques, ils doivent se dire que c'est plus falsifiable. Alors, je pense que sur France Identité, c'est parce que c'est un peu tôt du fait que la France Identité a vocation, pour le coup, à devenir européen. Là, pour le coup, il y a une directive, une transposition et une harmonisation. Et je pense qu'à partir, au moins à l'intérieur de l'Union européenne, nous devrions être en capacité à la condition quand même d'avoir bien le modèle renforcé, c'est-à-dire celui où on s'est présenté en mairie, on a mis ses empreintes digitales et qui permettent de pouvoir dire que cet appareil-là est bien l'appareil qui me reconnaît, moi, que je ne veux pas le prêter à autrui. Je pense qu'à ce moment-là, ça pourra peut-être faire partie d'une version 2. On n'y est pas encore. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment en fait,
c'est pas très rigolo de certifier des signatures. Et après, à la base, c'était les mairies qui le faisaient. Oui, tout à fait. Mais là, bon, comme il y avait les copies certifiées conformes à l'époque aussi. exactement, voilà, il y a des clients italiens, en fait, qui vont faire. Ils n'arrivaient même pas à trouver un notaire qui leur certifie la signature. Donc, en fait, bon, ils viennent à Lyon pour ça, en fait. Ouais. Mais c'est la première étape à passer, déjà, pour aller ensuite faire ces formalités. Voilà. Donc, on vous l'a mis, un document sous seing privé, donc procuration, déclaration, doit d'abord être certifié conforme par un notaire avant toute demande d'apostille ou de légalisation. Voilà. Et puis, enfin, je vous ai mis les coûts. Alors ça, normalement, c'est la dernière version, puisqu'en fait, c'est le coût qui est réclamé pour l'e-apostille, en fait. Donc, c'est perçu, en fait, à la délivrance du document apostillé. Voilà. Et après, il y a une petite astuce aussi, c'est-à-dire quand il y a des clients qui doivent faire apostiller tout un tas de documents, en fait, de façon pratico-pratique, on les relie en fait avec un process certifié, en fait, qui s'appelle Assemble Act, en fait, avec une bandette bleue, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et comme ça, en fait, ça envoie un document en bloc à l'apostille et elle est apposée que sur une partie. Et du coup, comme c'est facturé à l'acte et pas à la page, ça permet d'optimiser les coûts. OK. Deuxième question, les montants qu'on voit ici sont perçus intégralement par Aussi. D'accord. Et après, vous rajoutez, à ce coût-là se rajoute, alors alors je ne sais pas comment font tous mes confrères, hein, parce que moi je peux parler que de ce qu'on fait nous, mais on prend tous normalement un coût pour la certification de signature. Oui. Et quand on est chargé, nous, de faire l'apostille, en fait, on a une tarification aussi. Voilà. D'accord. Mais ça c'est à chaque fois comment dire, des certifications de signature d'une étude à l'autre. On n'a pas un tarif, ça ne rentre pas dans les actes. D'accord, c'est en dehors. Voilà. J'ai compris. Tarifé, donc en fait, c'est des conventions de honoraires. Voilà. En fait, c'est une prestation de service. C'est une prestation de service qui, pour le coup, elle est quand même un peu plus rémunératrice parce que là, on est quand même sur des tarifs low cost. Donc, ça veut dire qu'il faut faire du volume et que les journées ne font que 24 heures, que les semaines ne font que 7 jours. Alors, nous, pour une certification de signature, on prend 81 € TTC. Ouais. Donc, ça a un coût, mais ça reste. Voilà. Mais. Ça, pour le coup, ce coût-là, par contre, il n'est pas fixé par la loi. Il n'est pas fixé par le barème, il n'est pas fixé par la loi. Ce qu'on propose au client, et s'il n'est pas d'accord, il n'est pas obligé de. J'essaie de voir un peu les problématiques de dumping qui puissent exister entre. Je ne pense pas qu'il y ait on se batte dans la profession pour faire des certifications de signature. À la base, c'est vraiment un service. De toute façon, on est surtout sur des services entre guillemets accessoires, souvent, par rapport à des prestations qui sont bien plus importantes. Si on parle de fusion, acquisition, vente, cession, etc. Oui, tout à fait. Voilà, en fait, il ne faut pas confondre l'accessoire et le principal. Non, mais après, c'est pas tout le temps. On peut très bien être amené à certifier un document pour lequel on n'a rien fait. En fait. Par exemple, vous prenez un document de fusion, par exemple, pour les besoins, il peut très bien avoir été fait par des avocats. Oui. Et nous, on arrive juste pour certifier la signature, en fait. D'accord. Donc, c'est pas forcément rémunérateur en soi, mais après, les gens, on ne peut pas leur dire qu'on ne fait pas non plus, et que donc, il faut que. Si la mairie dit qu'il faut aller chez le notaire, et le notaire dit qu'il faut aller à la mairie, au final, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, ça, c'est la beauté du notariat, c'est-à-dire que c'est un métier où il y a une mission de service public et on doit quand même voilà, la satisfaire, en fait, et ne peut pas dire à des clients c'est pas rémunérateur, donc je ne fais pas. Voilà. C'est un petit peu en fait ce qui présidait à cette réforme, c'était de voir est-ce que c'était un travail qui s'enlevait des cours d'appel, qui allait donc aller peut-être même alléger l'autorité judiciaire qui est surtout aujourd'hui extrêmement mise en difficulté. Je ne rappellerai pas ce qui se passe, mais donc au profit ou au détriment du notariat qui se retrouve avec un surcroît d'activité
Et économiquement parlant, est-ce que ça voulait dire qu'il fallait recruter du personnel Ah supplémentaire? ben, ils ont dû s'organiser, oui. Oui. Alors, avec à Lyon, par exemple, ils ont dû organiser un centre, donc ça mobilise quand même un notaire qui est responsable Ouais. du centre. Ça a impliqué que les gens se forment aussi, parce Ouais. qu'on n'avait pas cet aspect-là Bien sûr. de- Une nouvelle technicité, ouais. Oui. Et que ben, après, on a une responsabilité aussi quand on le fait. Eh ben, bien sûr. Et quand on voit les tarifs, alors moi, mon sentiment personnel, c'est que c'est pas du tout rémunérateur à la hauteur de ce que ça coûte. Bien sûr. Mais bon, Oui, de toute façon, c'est la règle du jeu et c'est pour ça que je posais la question de savoir si cela permettait, alors, même si on n'est pas sur une activité commerciale, mais peut-être de drainer un public qui n'aurait pas forcément eu le réflexe de s'adresser à un notaire et peut-être sur d'autres sujets connexes ou disjoints. bah, c'est toujours le problème de la relation à la clientèle, c'est-à-dire que, bon, bah, ça, on n'a peut-être pas tous la même vision des choses, mais moi, j'ai été formée à Lyon, dans une grosse étude dont je tairai le nom, et on m'a appris qu'en fait, il y avait des gros actes et des petits actes, mais que déjà, en étant officier ministériel, il fallait faire les deux, parce qu'un client reste un client, qui est certain, donc on ne trie pas les actes. Et puis ensuite, un petit dossier peut amener un gros dossier. Voilà, donc j'ai été élevée comme ça dans la profession, et donc je fonctionne comme ça. Après, de toute façon, encore une fois, hein, je ne pense pas qu'il y ait des études qui se battent pour développer un service de certification de signature. C'est quelque chose qu'on fait au fil de l'eau quand, quand on est confronté à ça. Euh, Quand c'est nos clients, bon, c'est un service rendu à notre clientèle. Quand c'est des clients qui ne trouvent vraiment pas quelqu'un qui le fait à côté de chez eux ou quoi, bon, nous, enfin moi en tout cas, je sais que je le fais. Voilà, et quand j'étais à Paris, sur l'étude parisienne, en fait, on le faisait beaucoup pour les Italiens, en fait, parce qu'ils avaient besoin d'authentifier leur signature, quand bien même il n'y a pas besoin d'apostille, et on leur demandait des procurations, en fait, certifiées pour pouvoir faire signer des actes par des représentants en Italie. Ils galéraient énormément pour trouver des notaires. Alors, moi, je parle italien en plus, donc bon, voilà, il y avait cette proximité-là. Et après, oui, vous faites des liens avec les gens et s'ils sont contents de vous, mais ça, c'est toujours pareil, en fait. Si le client est content, ben, potentiellement, ça part d'une certification de signature et puis demain, il se marie, il vend, il pense à vous. Mais le but premier, c'est d'arriver à rendre un service parce que s'il n'y a pas cette étape-là qui est satisfaite, ben, il ne va pas au-delà. Et encore une fois, on est officier ministériel et donc on a cette mission de service public. On ne peut pas dire je ne gagne pas d'argent, donc je ne fais pas. On va passer là aux questions-réponses. Vous vouliez ajouter quelque chose pour l'instant? Je vais arrêter le partage et enlever le document et je vais prendre connaissance des questions. Je peux enlever mon truc par la fenêtre. Je peux laisser ça mélange. Je salue donc l'ensemble des personnes connectées. Alors, Jocelyn Le Gall, consul honoraire de France en Irlande, à Cork, nous demandait, je pense que ta question, tu l'as posée un petit moment, à 19h06, effectivement. Vas-y, prends la parole et repose-la, contextualiser, ça sera mieux, Jocelyn. Non, pas de souci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Bertrand et bonsoir Maître Nicole et merci de nous recevoir ce soir. En fait, ma question concernait essentiellement, parce que je suis un consul honoraire de France, donc basé en Irlande. Je voulais savoir si au départ, le premier slide que vous avez proposé qui concernait les actes concernés et le glossaire, si ça s'adressait à l'ensemble des consuls honoraires de France et en France, ou s'il y avait une distinction dans vos explications par rapport aux actes que nous, on peut réaliser en tant que consul honoraire établi hors de France? Alors, si vous établissez un acte qui doit produire des effets en France, selon le pays où vous êtes, on peut être amené à vous demander et un certificat de consul et une apostille ou une légalisation.
D'accord. Dans mon rôle, je vais être franc avec vous, on fait pas, quasiment pas d'apostille, en fait. Je pense que les ambassades le font essentiellement. On est plus sur des légalisations de signatures lorsque, par exemple, un notaire, a besoin d'une signature par le biais d'une procuration, par exemple, la vente d'un bien en France ou, en ce qui concerne, un décès, malheureusement, ça peut arriver pour un Français étranger, auquel cas ils viennent nous Il y a voir, on les des- reçoit pour ça. Tout à fait. Donc généralement, principalement, ce sont des procurations qu'on légalise pour le compte des notaires, mais d'apostille, en fait, de l'autre côté, enfin moi, j'en ai jamais fait depuis 7 ans dans mon rôle. Mais peut-être parce que entre votre pays et le nôtre, il n'y a pas besoin d'apostille, on se contente de légalisation, en fait. Vérifier sur le C'est site peut-être Ouais. web. possible ce que vous dites, oui. Ou c'est peut-être l'ambassade qui s'en Sinon, je occupe vais à un voir certain niveau. l'Irlande. Ouais. Si je veux voir l'Irlande, par exemple, dans le document qu'on a montré tout à l'heure, IJK, Irlande, bah, c'est tout en DE. Ouais. Voilà, tu as les réponses. C'est C'est dispensé. pour ça, en fait. Bon, En fait, très bien. ça dépend vraiment du pays. Du pays. C'est pour ça que je vous dis, en fait, le premier réflexe qu'on a, nous, c'est d'aller se reporter à ce tableau pour voir sous quel type de mode de fonctionnement on se trouve, en fait. Je vais mettre le lien D'accord. dans le chat et puis je le Oui, remettrai dans la vidéo, comme je le disais tout à l'heure. très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce lien. Il est très, très utile, en effet. Merci à vous. Lucie Claire-Marie Gros demande: les divorces n'ont-ils donc pas besoin d'être apostillés? Si Madame Gros peut reprendre la parole, si elle est encore connectée. Oui, si vous pouvez juste activer votre micro et repréciser votre question. Et après, on aura deux questions. En fait, c'est pas selon le type d'acte, en fait. C'est que quand un acte qui est produit, par exemple, j'ai un cas en ce moment où je dois transcrire en France les conséquences d'un divorce prononcé en Angleterre. Et donc, en fait, je ne me contente pas du jugement qui a été fait là-bas. Je demande même une exéquatur, en fait. Donc, c'était encore une formalité particulière avec process qui est fait par un avocat, parce qu'en fait, il faut que je m'assure en fait que tout est bien en règle. Donc, que ce soit un divorce ou que ce soit quoi que ce soit, en fait, chaque fois qu'on a un acte à l'étranger qui doit produire des effets en France, il faut qu'on aille s'assurer que, les personnes qui ont, qui ont décidé, en fait, avaient bien la bonne compétence. Deux, que c'était bien conforme au droit dans le pays, d'où le fait qu'on demande aussi, nous, par exemple, on les délivre, mais on demande aussi ces fameux certificats de coutume pour qu'il y ait un juriste, oui, local, qui nous certifie que la décision, elle est bien conforme au droit du pays. Et c'est pas trié en fonction du type d'acte, en fait. C'est à chaque fois qu'on a un document étranger dont on doit se servir en France, on doit voir si, avec le pays, il y a besoin de telle ou telle légalisation, apostille ou autre, et on s'y réfère en fonction de ça, mais pas en fonction on ne trie pas en fonction de la nature de l'acte. Guy Meyer, premier vice-président de l'UCHF et consul honoraire du Brésil à Strasbourg, a levé la main en premier. Tu as la parole, Guy. Voilà, j'ai mis le micro, vous m'entendez? On t'entend. Très bien. Oui, bonsoir, merci pour cette intervention. Euh, bon, moi j'ai téléphoné à la Chambre régionale des notaires à Strasbourg, parce que oui, je suis consul honoraire du Brésil pour l'Alsace et pour la Lorraine. Et Pas différent. euh, j'avais une question à poser là-bas, et bon, j'ai incidemment appris en premier que il semblerait que toutes les chambres régionales sont compétentes. Vous confirmez? C'est-à-dire que de Strasbourg, vous pouvez vous adresser à Lyon, par exemple. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est sûr, en fait. Vous pouvez demander à l'endroit que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller enfin, dans la chambre dont vous dépendez, en fait, Parce qu'en territorialement fait, parlant. ce que j'avais compris avant, c'est qu'il fallait vraiment envoyer dans la cour d'appel, dans Oui, le ressort. Et tout à en fait. fait, Mais ça a été enlevé.
j'avais appelé parce que je ne retrouvais pas Nancy, qui est dans ma circonscription consulaire, dans la chambre régionale des notaires de Strasbourg. C'est pour ça que j'avais appelé. Donc, ça, c'était ma première question. Donc, compétences pour Il la n'y a pas de France compétences entière. territoriales. Voilà. Tous Ensuite, les centres sont compétents pour toute la France. j'avais eu un retour d'information que certains cartoriaux, donc l'équivalent de certaines fonctions d'état civil au Brésil qui enregistrent les actes, refusaient les apostilles sous forme de PDF. Et donc, j'ai demandé à Strasbourg si tamponne, enfin, si délivre des documents papier tamponnés. Et ils m'ont répondu que c'est possible, mais sous réserve que le demandeur, c'est-à-dire que la personne qui doit fournir ce certificat au Brésil, fournisse un certificat du cartorio en question, comme quoi il refuse le PDF. Alors ça commence à devenir un peu compliqué parce que ce certificat euh, serait sûrement en portugais, donc il faudrait peut-être encore le traduire. Enfin, ça Attends, commence traducteur. à devenir très compliqué. Je ne sais pas si Alors, vous avez une à réponse à ça. Lyon, à Lyon, ça nous est arrivé d'avoir le sujet. C'est eux-mêmes qui avaient vérifié si le pays destinataire, en fait, acceptait l'e-apostille ou pas. Et quand l'e-apostille n'est pas acceptée, il renvoie le dossier en version papier, en fait. C'est-à-dire que le pays ne refuse pas le Brésil, à ma connaissance, parce qu'il y a eu beaucoup d'apostilles qui ont déjà circulé dans la nouvelle formule, mais vous avez des cartoriaux dans les coins les plus reculés du Brésil. Et donc, on peut imaginer que, parce que je ne sais pas comment on peut vérifier comment dire, les codes qui sont sur les PDF. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à les lire partout, vous voyez, et je ne sais même pas dans quelle langue quand on lit si on arrive à lire le QR code, je ne sais pas dans quelle langue il est exprimé sur les i apostilles. Alors honnêtement, c'est ultra particulier, technique. J'ai jamais été confrontée à ce cas-là. Si vous voulez, on peut vous faire il peut vous faire un petit mail et puis Oui, moi, bien vous le sûr. transférer Oui. et je me renseignerai de façon plus précise. Je vous apporterai une réponse parce que c'est ultra spécifique et j'ai jamais eu besoin de. J'ai Parce jamais été que confrontée. j'ai pas En pu fait, vérifier, parce que j'ai jamais eu entre les mains d'i apostille, parce que par définition, les gens les gardent regarde. et les envoient. Par contre, je dois faire une confirmation de certificat de vie et j'ai lu un certificat de domiciliation de EDF qui a un genre de QR code où il faut un lecteur spécial 2D, etc. Et je l'ai déchargé sur l'iPhone et j'ai pu lire, mais là, c'est effectivement en français. Alors, je ne sais pas si ce que vous pouvez lire dans le QR code ou dans l'équivalent du QR code qui est associé à l'IA-apostille, Je pense que c'est français de toute façon, parce qu'en fait, nous, on voilà. s'exprime en français, donc on ne va pas Voilà, alors s'exprimer dans la déjà, le langue du cartorio pays. au Brésil, il va rien comprendre à ce QR code en français et il peut le refuser. Mais il aurait accepté une apostille version papier. Ah oui, 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 c'est-à-dire qu'il dit, moi, je veux voir du papier. Je veux pas voir Alors, ce truc-là, je sais pas si c'est pas falsifié. Voilà, c'est les retours que j'ai, mais ça commence seulement maintenant, puisque c'est pas mais- très vieux comme. non, mais je vous le confirmerai, mais de toute façon, on peut toujours demander une apostille version papier, en fait. Ah, C'est mais pas. à Strasbourg, ils disent, vous fournissez d'abord le certificat de l'autorité qui refuse. Alors vous comprenez, ça commence à devenir très compliqué. Oui, effectivement. On revient. Je reviendrai vers vous parce que Ouais. Alors ça va j'avais être une une autre spécificité. question Hum. concernant euh, il existe des certificats de vie pour nous, pour les ressortissants qui touchent une pension du Brésil. Alors, il faut faire la certification de vie et donc, normalement, ils doivent aller
remplir un papier dans les deux langues et le signer et aller se présenter au consulat général au Brésil. Donc là, j'ai quelqu'un qui peut plus se déplacer, donc on m'a confié la mission de contrôler. Mais il peut encore venir jusqu'à mon consulat. Je peux avoir prochainement le cas de quelqu'un qui est dans un EHPAD et qui peut plus se déplacer. Alors, il existe dans les textes que j'ai lus une possibilité de, de certifier le document chez un notaire. Est-ce qu'un notaire se déplacerait dans un EHPAD pour certifier la signature comme quoi, la signature du formulaire, comme quoi, voilà, l'éventuel pensionné qui touche une pension du Brésil et qui séjourne dans un EHPAD français, est-ce que c'est possible qu'un notaire se déplace? Alors, un notaire peut se déplacer. On se déplace, hein, quand on a des gens qui ne peuvent pas signer des procurations, ça nous arrive d'aller les faire signer chez eux. Après, le tout, c'est de trouver le notaire qui vous pouvez confier la mission. Parce que c'est la seule solution que je voyais pour quelqu'un qui est vraiment, qui peut Mhm. plus se déplacer, qui peut plus sortir de son hôpital, Oui. enfin, de son EHPAD. Bah, c'est clair que si la personne ne peut pas venir à vous, il faut aller à elle, ça c'est sûr. Après, il faut solliciter un de mes confrères et lui expliquer la situation et lui demander de bien vouloir aller le faire signer à son domicile. Je vous dis, ça arrive qu'on ait Voilà. même pour des simples procurations franco-françaises, on peut avoir des clients qui sont hospitalisés, qui sont dans une maison de retraite, en fauteuil roulant et qui ne peuvent pas venir à l'étude. Donc, en fait, ça nous arrive d'aller au domicile des clients, oui, bien sûr. Sachant que la précaution, je pense qu'il faut prendre, ça j'avais déjà entendu aussi, c'est que il faut rédiger le document, il faut que le document soit rédigé dans les deux langues pour que le Alors, moi, notaire il puisse aussi comprendre ce qui. Il faut qu'il soit en portugais parce que sinon au Brésil ils ne le comprennent pas. Mais il existe, nous avons des formulaires qui sont dans les deux langues et il faut absolument, je pense, que ça soit dans les deux langues pour que le notaire puisse aussi comprendre de quoi il s'agit. alors, quand on certifie la signature d'une personne, on certifie la signature. Donc, en fait, il y a une petite clause qui dit bien qu'on n'est pas garant. C'est comme pour l'apostille, en fait, si vous voulez. On ne va pas analyser la teneur de l'acte. Donc, et par contre, on est un notaire français, on ne peut s'exprimer qu'en langue française, en fait. On s'exprime pas rédiger un acte intégralement en anglais, par devant maître Nicole tout en anglais, ça ne fonctionne pas, en fait. Je m'exprime en français parce que je suis notaire français. Donc, en fait, si vous voulez, moi, j'aime pas trop la formule des deux colonnes. Je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort, mais en tout cas, c'est comme ça, parce que je pars du principe que m'exprimer en langue française, je n'ai pas à avoir une colonne en langue étrangère. Donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'en fait, il y a un document qui est français, sur lequel la personne. Alors, soit, en fait, c'est carrément un document étranger. La personne signe devant moi et je certifie simplement sa signature sans la teneur de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus, je peux le faire. Par exemple, une procuration pour un Italien qui veut donner pouvoir à sa mère pour signer un acte de succession ou de vente en Italie. Je signe, je légalise sa signature sur le document rédigé en italien. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, s'il y a besoin de le faire en français, ben en fait, on le fait en français, on le signe en français, et après, il y a un traducteur assermenté qui va traduire le document pour que dans le pays d'origine, ils aient la bonne version aussi. Voilà. Quitte à ce qu'on fasse signer les deux et qu'on légalise sur les deux, si vraiment vous voulez, mais en fait, rien n'interdit de certifier la signature sur un document qui n'est pas rédigé en français, dans la mesure où on se contente de dire par là que c'est bien Monsieur X qui s'est présenté devant nous, qui a signé devant nous. Alors, justement, puisqu'on atteint bientôt l'heure de fin, je voudrais donner la parole à Roselyne Bellepomme, qui est consul honoraire de Bolivie à Marseille, qui est traductrice assermentée, qui est Non, pas expert. assermenté.
expert, justement. Expert, Donc, pardon. je peux... Alors, C'est la bonsoir à deuxième tous. fois que tu me reprends en plus sur ce point. Donc, Oui, expert près à la Cour d'appel de Marseille et qui justement pourrait tout à fait nous aider sur ce point-là. Ok. alors, bonsoir à tous. Pardon Bonsoir. pour mon petit retard. Je tiens à féliciter Maître Nicole pour toutes ces bonnes explications. Néanmoins, je compte vous apporter quelques précisions qui pourraient nous faciliter la vie. Je dis Et nous je précise, faciliter la vie. je précise, Roselyne, que tu as animé en 2022 le module de formation pour consul honoraire consacré à l'apostille. Ok. Oui, En mais il y a eu 2022, tellement c'est de très changements intéressant. depuis. Il y a eu des Voilà. changements encore en janvier dernier. Alors, pour être expert, donc traducteur près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, présidente des traducteurs de la Cour d'Aix-en-Provence et présidente des traducteurs en France près la Cour de cassation à Paris, je peux répondre absolument à toutes vos questions, je pense, dans la meilleure condition possible. Alors, quant à déjà la différence entre un traducteur assermenté et un traducteur expert, c'est qu'un assermenté, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on a pris n'importe qui parlait la langue, parce que des traducteurs officiels, on en a sous la main en Europe, même dans le monde, mais si vous allez au Zimbabwe, c'est plus difficile à trouver. Donc, une personne assermentée, c'est quelqu'un qui passe par là, qui maîtrise la langue et à qui on fait jurer sur l'honneur qu'il va dire la vérité, toute la vérité, avec tout un protocole qu'il lit et il jure là-dessus. Et quand c'est fini, sa traduction, il n'est plus assermenté. Donc, pour tout ce qui concerne les documents écrits, tout ce que vous avez pu évoquer là, des successions, des états civils, des certificats de vie, des certificats de naissance. Depuis 21 ans où je fais ça, je n'ai jamais eu d'aucun problème dans la mesure où tout ce qui touche à l'état civil doit être apostillé. Alors, l'apostille, elle est identique partout en France, voire dans le monde, même si elle se présente sous des formes différentes et variées. Par exemple, tous ceux qui ont, pas par exemple, tous ceux qui ont signé la Convention, tous les pays qui ont signé la Convention de La Haye depuis 1965, donc il y en a eu depuis qui sont venus s'ajouter, visent à unifier le système partout, hein, dans le monde entier. Donc, cette apostille, le pays y adhère, le pays qui y adhère, qui a signé la Convention de La Haye, qui, entre parenthèses, a été fixée par les Français en 1965, le 5 octobre exactement, ne fait que certifier que le document sort du pays d'origine. Donc, si vous vous trouvez devant un certificat ou un document ou une succession, quel que soit le document, il faut que l'apostille de France certifie simplement que ce document sort de France. Celui qui va assurer de l'authenticité du document, qu'ensuite il peut montrer devant notaire pour passer à la succession ou au mariage ou à quoi que ce soit que va servir le document en question, ce document traduit doit être amené en mairie depuis janvier dernier, hein, parce qu'avant il y a eu tellement de triches là-dessus. Donc, depuis janvier dernier, le document traduit par l'expert traducteur doit être contresigné en mairie. Le traducteur, donc, va avec sa traduction et il aura également certifié l'original, c'est-à-dire que toute traduction devra comporter l'original de la langue d'origine et la traduction, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, du français vers la langue étrangère ou de la langue étrangère vers le français. Le traducteur doit se rendre en mairie pour se faire connaître, à savoir qu'il doit monter, sa carte d'expert de la cour de laquelle il dépend, et 2, sa carte d'identité pour prouver qui il est. Moi, en tant que consul, je monte les 3 cartes, c'est-à-dire celle de consul, celle de traducteur expert et ma carte d'identité. La mairie tamponne, vérifie que vous êtes bien traducteur, que le traducteur est un traducteur donc expert, inscrit sur les tablettes de la cour d'appel en question. Tout traducteur qui ferait une traduction, moi je dépends d'Aix-en-Provence, mais il m'arrive fréquemment de faire des traductions pour Lyon, Toulouse, Strasbourg, n'importe où. Le traducteur peut aller auprès de la mairie qui est le plus proche. Donc la contre-signature de cette traduction est acceptée
normalement chez tout notaire sur le territoire français et inversement à l'étranger. Donc, l'apostille, c'est dommage, j'en ai pas préparé parce que j'étais un petit peu en retard, mais quelle que soit la forme que prend l'apostille, c'est-à-dire, par exemple, venant d'Italie, je sais qu'ils sont fleuris, venant du Chili, il y a une espèce de condor, pour la Bolivie, il y a un écu en or, quelle que soit la forme de l'apostille du pays étranger, cette apostille doit être, elle n'a même pas besoin d'être traduite, puisque c'est la France qui a inventé ça. Alors on traduit apostille ou apostille dans la langue qui convient, mais elle doit certifier que, que le pays a bien signé la Convention de La Haye. Une fois que le traducteur est allé faire certifier sa signature en mairie, il demande auprès de la Chambre des notaires depuis l'année dernière. Pendant un moment, on a eu un essai de faire ça aux notaires individuels. C'était trop de travail supplémentaire pour eux, surtout qu'on le demandait gratuitement. Donc, évidemment, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'on a refilé le bébé à la Chambre des notaires. Alors, ça peut se faire de deux façons, soit pour toutes les cours de France, pour tous les notaires de France, pardon, soit le client en question, la personne qui a reçu de la part du traducteur la version et l'original certifié par le traducteur avec les tampons du traducteur qui dit « je suis parti de ça pour arriver à ça hein, je suis parti de ce document espagnol, italien, zimbabwéen pour arriver à cette traduction dans la langue choisie, les deux documents peuvent partir à l'apostille. Donc, première façon, soit la personne concernée se déplace auprès de la Chambre des notaires. Pour gagner plus de temps, elle peut prendre rendez-vous, envoyer son document scanné qui est traité sous 48 heures et renvoyer, en payant les frais bien évidemment, les montants que vous avez indiqués, maître, sont exacts. Ils sont partout sur toute la France, hein, d'après ce que j'ai pu vérifier. Mais c'est ce tarif-là. Si vous voulez quelque chose de rapide, le prix est doublé. Donc, la personne qui désire l'apostille pour s'en servir ensuite, soit à l'étranger, soit en France, demande lui-même l'apostille, soit en se déplaçant, soit en le faisant en ligne. Alors, on a traité le sujet hein, tout à l'heure. On a traité le sujet en tout début avant que tu n'arrives, Roselyne. Voilà. Par contre, il est 20h02, on va devoir arrêter pour ce soir. En tout cas, merci encore. Pour en terminer, c'est le concerné qui fait sa demande et il paye exclusivement par carte de crédit à son nom ou quelqu'un qui le représente. Et si on ne peut pas se déplacer, on fait un pouvoir. Merci Roselyne, merci maître. Merci à vous. On vous donne rendez-vous le 24 juin, toujours un mercredi à 19h. Et cette fois, nous parlerons d'un autre sujet avec Michel Dardevet, président de la Maison de l'Europe de Paris et du think tank Confrontation Europe, feront le bilan de la présidence chypriote de l'Union européenne et les enjeux de la présidence irlandaise de l'Union européenne pour préparer une autre présidence début 2027. Mais je vous laisserai vérifier de quel pays il s'agit, n'est-ce pas, Anne-Marie? Merci encore à tous. Vous retrouverez bien sûr cette vidéo, on confirme. Vous retrouverez cette vidéo sur notre chaîne YouTube avec tous les liens que j'ai pu mettre dans le chat. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire transiter par courriel sur info@uchf.fr et nous les ferons passer à Maître Nicole. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Au revoir. Toujours à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous.